Salut à tous, on se retrouve pour un petit cours en intelligence artificielle. Donc suite au dernier tutoriel sur les réseaux de neurones que j'avais présenté de ça il y a quelques mois, et j'ai eu beaucoup de questions sur son utilisation, comment ça fonctionnait, comment ça pouvait s'implémenter, et d'autres questions à propos du cours en lui-même. Donc j'ai décidé de faire une autre vidéo. Donc elle s'inscrit dans une série, je pense, sur l'intelligence artificielle et le machine learning de manière générale, où je vais présenter des exemples. Alors je ne connais pas encore la régularité, hein. Je ne sais pas combien il y en aura, mais on va commencer par celle-ci qui va permettre de recentraliser le problème, de peut-être mieux expliquer ce que j'ai mal expliqué auparavant, en prenant un exemple très simple et très commun qui est la reconnaissance de chiffres. Alors je vais vous passer un petit extrait tout de suite de ce qu'on va voir. Alors c'est un extrait de d'un projet réalisé par Yann LeCun, qui est aujourd'hui le responsable de recherche, je crois, directeur de recherche chez Facebook en intelligence artificielle. Et il avait fait ça, cette vidéo, elle date de 93, donc il est un peu plus jeune. Et vous pouvez y voir les premiers essais de reconnaissance d'images, donc les reconnaissance de caractères sur un ordinateur, donc c'est des lettres manuscrites généralement, et derrière vous avez un robot, bon, j'emploie un terme un peu vulgaire, hein, un robot qui va reconnaître les caractères. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans un exemple très simple. Alors j'ai fait un petit diapo, voilà, une petite présentation pour que je vous explique comment ça va fonctionner. Alors, la vidéo va être en deux phases. Donc la première, ça va être la petite présentation que je vais vous faire là pour bien vous expliquer comment ça fonctionne, comment ça tourne derrière, quel procédé on va utiliser. Et la seconde partie, ça sera la partie code. C'est pas la partie la plus intéressante selon moi, mais je ne sais pas encore si je vais mettre le code en commentaire pour vous forcer à travailler. Euh, mais je vous le montrerai quand même comment ça fonctionne. Alors ça sera évidemment en Python. J'y reviendrai un peu par la suite, parce qu'on utilisera une bibliothèque très particulière, un package pardon, très particulier. Alors, voilà grossièrement ce qu'on veut que notre modèle fait. On a du côté gauche un caractère, donc un chiffre. On va juste faire l'analyse des chiffres, on va rester très simple dans ce petit projet. On a un caractère, donc comme on le voit il est très pixelisé, c'est pas un flou, vous inquiétez pas, c'est qu'il est très pixelisé. Et si on rentre ça dans notre modèle, on va avoir des valeurs qui sont prédites et on veut reconnaître le caractère qui est présent à l'écran. Donc là par exemple, j'ai pris un exemple au hasard, par exemple le caractère 5 va être reconnu à 45% et le caractère 6 à 43% et ainsi de suite. Donc là par exemple, notre modèle ne va pas prédire le caractère 6, le chiffre 6, mais il s'en rapproche. Apparemment 5 pour lui est plus révélateur. Donc voilà, ça c'est ce qu'on veut. On rentre une image dans notre problème, dans notre modèle, et il va nous ressortir, on espère, le caractère qu'il arrive à reconnaître. Alors, les images, on va avoir besoin d'un certain nombre d'images, c'est les datas, c'est la partie très importante. Les images vont avoir une taille de 100 x 100 pixels, ça c'est très important. Si on avait des plus grosses images, ça serait beaucoup plus dur à les analyser. Là on va rester toujours sur quelque chose de très simple. Et donc on va rester sur des tout petits caractères, des petites images que j'ai créées que je vous montrerai par la suite. Pour faciliter le problème, j'ai pas ajouté des lettres ou des caractères spéciaux, on va juste rester sur des chiffres pour rester très simple. Une petite parenthèse que je souhaite ajouter, c'est que là je suis en train de parler de la partie la plus importante du machine learning, c'est-à-dire la data. Aujourd'hui, ce qui fait la richesse d'une entreprise, c'est la data. C'est pour ça que généralement, vous entendez que les métiers du big data et du machine learning ou du data analysis sont très primés et où les salaires semblent indécents. C'est parce que c'est vraiment la richesse d'une boîte, hein. Si un ingénieur se fait payer 60 000 par an pour faire du machine learning, que vous trouvez ça indécent, c'est parce que derrière, ce qui va rapporter se compte parfois en centaines de milliers, donc voire en millions. Et donc voilà, c'est la data le plus important. Et là, dans notre cas présent, la data c'est nos images. Il y aura une autre partie de la data qu'on verra par la suite, mais là vraiment, le plus important, c'est nos images et les caractères qu'il y a dessus. Donc ça c'est le cœur le plus important aujourd'hui du big data dont on parle généralement beaucoup dans les magazines ou dans les reportages.
Alors voilà nos caractères, donc je les ai tous faits à la main. Ça m'a pris un petit peu de temps. Je les ai pas cherchés dans une base de données ou quoi que ce soit. Ça par contre je vous le mettrai, je vous le donnerai peut-être pour que vous puissiez le manipuler, que vous n'ayez pas tous ces caractères à réécrire. J'ai essayé d'alterner un petit peu parce que si tous les caractères étaient identiques, bah, on pourrait pas facilement analyser. C'est-à-dire que la machine, pour qu'elle puisse dire qu'un chiffre correspond, enfin qu'une analyse correspond bien à un 3 et que tous les caractères étaient identiques, ça veut dire que l'image qu'on mettra en input ressemblerait énormément à celle qui a été apprise. Donc c'est comme si c'est comme dans la vie de tous les jours, si on vous montre un seul exemple de ballon et que par exemple c'est que des ballons de foot, si on vous donne un ballon de basket, vous n'allez jamais dire que c'est un ballon de basket parce que dans votre vie vous aurez vu que des ballons de foot. Donc c'est très important que nos données soient variées, c'est pour ça que j'ai essayé que mes 0, que mes 9 ou tous les autres chiffres aient des valeurs différentes, enfin des formes différentes qui prennent plus ou moins de place, que les arrondis soient différents. C'est pour ça que vous voyez le D5 ou D9 sont pas forcément très jolis, mais c'était nécessaire. Alors il y a 100 exemples, 10 de chaque caractère, et tout en bas à droite vous pouvez voir la lettre, le fichier qui va nous permettre de faire des tests, donc le fichier test, sur lequel on va faire des analyses justement. C'est lui qu'on va modifier pour vérifier si notre modèle est correct. Alors, notre modèle, notre construction, notre problème va se faire en 3 étapes. Donc tout d'abord la création des instances, puis la phase d'apprentissage et enfin la phase de test. Donc ça c'est les 3 grandes parties. Tout d'abord on doit modifier un petit peu nos data, on va voir ça juste après pour les rendre efficaces et utiles. Juste après la phase d'apprentissage, donc dans ma vidéo sur les réseaux de neurones, la phase d'apprentissage en fait c'est quand je mets les données en entrée et que je vais faire tourner mon réseau de neurones. Voilà, c'est quand je vais le faire apprendre. Vous allez voir, il y aura un petit cas particulier ici, et donc on va quasiment pas se préoccuper de cette phase-là. Et enfin, il y a la phase de test. Donc si je reviens juste avant, c'est quand je testerai ma valeur tout en bas à droite, le 0, je le testerai, je modifierai justement cette image pour voir si mon modèle est efficace ou pas. Alors, on va commencer par la phase de création des instances. Donc ça aussi, c'est une partie extrêmement importante. C'est la data analyse, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est important dans notre data. Si aujourd'hui on vous donne une énorme base de données, le rôle d'un data analyzer, c'est de récupérer les bonnes données, celles qui vont être utiles à notre analyse, celles qui vont être efficaces. Donc on va devoir faire le tri, on va devoir un petit peu les modifier, les arranger pour qu'elles soient le plus performantes possible. Parce que généralement si vous mettiez les données brutes dans votre modèle, ça va pas forcément donner de très bons résultats. Parfois on est obligé de modifier les variables, les arranger, faire des combinaisons, quoi que ce soit, pour rendre le système plus performant. Et ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est un problème assez important. Et il y a tout le temps des cas particuliers, donc c'est assez compliqué de nos jours de généraliser ce problème-là. Alors là, par exemple, si on utilise une seule image, donc de 100 x 100, il y a 10 000 pixels. Ça voudrait dire qu'il y aurait 10 000 features par image, parce que à chaque image, donc chaque image correspond à une entrée, et en fait est associée à un label, c'est-à-dire le caractère qui est sur l'image. C'est par exemple si on a dessiné un 8, c'est la valeur 8. Et les features, donc le 8 c'est le label, et les features c'est tous les pixels de cet ensemble. Là vous comprenez que c'est absolument débile de faire 10 000 features. Imaginez qu'il y ait 10 000 neurones dans notre couche d'entrée. Alors je reviens pas sur la structure d'un réseau de neurones, je considère que c'est acquis. Allez voir d'autres vidéos, des schémas sur Google Images, c'est très simple. Là on parle juste de la structure. Donc dans notre couche d'entrée, il y aurait 10 000 entrées, ce qui est énorme. Et donc on va réduire cette taille parce que 10 000 c'est pas forcément nécessaire. On n'a pas forcément besoin de ça, sachant que ces 10 000 entrées sont pas forcément très pertinentes. On peut faire mieux en faisant moins. Donc ça c'est la première partie, donc très importante. Quels sont les caractères de chaque image à retenir pour que ce soit efficace? Alors, c'est pour ça que je barre, je retiens pas très bien la présentation. Donc ça, c'est une manière de représenter nos features, nos données qu'on va pas accepter parce qu'il y a beaucoup trop d'informations et qui est pas forcément très pertinente. Alors comment on va faire ça? Donc il y a plein de manières de faire.
plus ou moins efficace. J'en ai trouvé une très simple à vous présenter, mais c'est pas forcément la meilleure, hein. Ici, vous allez voir si elle fonctionne ou pas, mais voilà, c'est pas forcément la meilleure, mais elle se révèle être plus efficace en tout cas que mettre 10 000 features. Alors on va parler de quadrillage, c'est-à-dire qu'on va diviser notre image en un certain nombre de cases. Donc là par exemple sous vos yeux il y a une division par un quadrillage de 4, c'est-à-dire qu'on va diviser notre image en 4 x 4, donc en 16 petits carrés. Donc vu que notre image fait du 100%, chaque carré fera du 25 x 25, et en fait on va prendre l'information de ce carré. Alors pour rester encore très simple, je vais juste prendre dans mon cas la moyenne la valeur des pixels, sachant qu'un pixel, dans notre cas nos images sont en noir et blanc, la valeur des pixels ira de 0 à 255. Alors j'inverse toujours, mais 0 normalement c'est pour noir et 255 c'est pour blanc, et donc pour chaque case on va prendre la valeur moyenne de chaque case et on va la mettre en données. Et là par exemple, au lieu d'avoir 10 000 features, si on fait un quadrillage de 4, on n'aura que 16 features, donc pour chaque case, la moyenne, c'est ce que je présente normalement juste après. Voilà, la moyenne de chaque case. Donc là par exemple dans la case, alors la valeur ici est random, hein, c'est juste pour expliquer mon propos. Donc là par exemple dans la case qui se trouve tout en bas en deuxième colonne, on a la valeur moyenne qui est à 168. Donc on a calculé parmi les 25 x 25, on a fait la moyenne des pixels et on trouve 168 qu'on va ajouter à nos features. Et si on rassemble ça bout à bout, on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Donc on a bien 16 valeurs dans nos features. Donc si on regarde, elles sont un peu différentes. Alors j'essaie de me rapprocher à peu près par rapport à ce qui correspondait sur l'image pour pas être trop random. Donc à nos features, on a un tableau de 16 valeurs et comme label 6. Et vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir ça que 10 000 features, sachant que ça prendrait plus de temps à calculer et ça serait pas forcément très pertinent. Et là où ça va être intéressant, c'est que on va pas faire qu'un seul quadrillage. Alors je regarde juste après. Voilà, on y reviendra juste après. Il va pas y avoir qu'un seul quadrillage qu'on va mettre dans nos features, on va en mettre plusieurs pour accentuer la pertinence. Par exemple, est-ce que faire un quadrillage de 4, ça permet bien de cerner l'image, cerner ses contours, cerner les cas particuliers d'un chiffre? Ou alors, par exemple, c'est un quadrillage de 10, donc on divise notre espace en 10 x 10, et donc on aurait beaucoup plus de cases qui seraient beaucoup plus précises pour ajouter voilà, de la précision. Est-ce que c'est plus efficace? Alors, dans mon cas, il y a plusieurs diviseurs, il y en a 9, c'est ça? Ouais, il y a 9 diviseurs à 100, donc on va choisir parmi ces 100, et si on prend par exemple tous les quadrillages, donc 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25 et 50, si on prend tous ces quadrillages et qu'on en fait des features, c'est-à-dire bon, 1, la moyenne de tous les pixels sur l'écran, puis un quadrillage de 2, 4 on l'a vu précédemment, etc. jusqu'à 50, pour toutes ces valeurs on crée un nouveau quadrillage qui va correspondre à l'ensemble de ces quadrillages vont correspondre à nos features. On se retrouve avec 3671 features, pardon, ce qui est moins que 10 000, c'est-à-dire que si on prend tout ça, donc c'est des si on prend ces quadrillages qui semblent peut-être plus pertinents, on a toujours moins de features que si on prenait chaque pixel. Donc voilà, donc ça fait quand même toujours beaucoup de pixels, ça fait toujours beaucoup de features quand même, donc on va encore réduire ce nombre, mais vous voyez que en réduisant un petit peu et en faisant un quadrillage performant, on se retrouve avec beaucoup moins de features. Alors, une fois qu'on a créé ceci, donc on a notre image, on a fait tous les quadrillages, ça va correspondre à nos features. Donc on va avoir un grand tableau avec pour chaque ligne, donc une grande matrice pour chaque ligne, on a un tableau correspondant à features associé à un label. Donc par exemple si on a que un quadrillage de 4, on aura 16 features et un label, et si on a par exemple un quadrillage de 5, 25 features et un label. Et si on a associé par exemple 5 et 4, donc on aurait 16 et 25, donc 41 features et un label. Donc voilà, c'est un arrangement. Donc ça correspondra à nos features, et maintenant on va faire apprendre à notre machine à calculer. Donc on va lui apprendre, enfin elle va apprendre à faire correspondre ces features à ce label. Donc comme on l'avait vu dans la précédente série, à faire apprendre au réseau, donc au réseau de neurones, en modifiant les poids de notre réseau. Alors le choix de la méthode d'apprentissage, bon, il en existe plusieurs, les random forest, les support vector machine, et nous, vu que c'est le thème de la vidéo, on a choisi les réseaux neurones.
Donc ici on va utiliser un réseau de neurones. Et contrairement à la vidéo précédente, on va utiliser des réseaux de neurones qui existent déjà dans un package très spécial, propre à Python et aujourd'hui extrêmement répandu, qu'on verra par la suite. Et donc on va pas se préoccuper de la structure intérieure, on va juste se préoccuper des paramètres. Donc parmi ces paramètres, on va devoir choisir tout d'abord la fonction d'activation, qui est très importante. Est-ce que c'est la fonction tangente hyperbolique, est-ce que c'est la fonction sigmoïde, relu, etc. Donc ça sera une première partie, le nombre de couches, le nombre de neurones pour chaque couche, etc. Il y a plein d'autres paramètres, on verra ça juste après, qui sont très importants. Donc ça c'est la seule partie qu'on devra se soucier, et on aura juste à balancer après nos données dans notre réseau pour qu'il puisse apprendre. Voilà. Donc ça c'est les paramètres, il y en a plein. Là je vous cite les 3 qu'on va modifier dans cette vidéo, dont moi je me suis préoccupé pour faire un réseau, mais je vous présenterai par la suite, il y en a plein d'autres. Et ensuite, enfin, donc il y aura la phase de test. Donc là on a un exemple de test que j'ai réalisé. Donc vous voyez, ça semble assez performant. Alors à gauche on a l'image que je vais tester, donc le test, et à droite on a les résultats. Alors la manière dont s'affichent les résultats que j'ai choisi, c'est comme ceci. Donc à chaque valeur, on va associer à une certaine valeur. Donc le réseau va dire, par exemple, plus la valeur est importante et plus la signification de cette sortie se rapproche de la réalité. Pour me faire bien expliquer, si vous voyez en haut pour 4 on voit que c'est associé à la valeur 7892, qui est la valeur la plus importante dans la liste, et donc le réseau prédit que ça représente la valeur 4. Et on voit que c'est assez performant parce que la valeur la plus proche est à 2173, qui est très loin derrière 4, donc là ça a l'air plutôt performant. Et j'ai réalisé un test juste après, donc pour la valeur 3. Là on voit aussi que la valeur prédite est bien 3, pour un score de 5931. Voilà, vous avez qu'à associer ça à un score. Donc moi j'ai 10 neurones à ma couche de sortie, qui correspond à chaque chiffre. Et la valeur qui ressort avec le meilleur score, c'est la valeur prédite. Donc on peut comparer. Donc là par exemple, on voit que 5931 est beaucoup plus proche de 3034, donc qui est associé à 1. Et donc le réseau ne sait pas trop si c'est un... Enfin, il prédit que c'est plus un 3 qu'un 1, mais on peut remarquer qu'il y a quand même un petit écart. Tandis que pour 4, c'était très flagrant. Voilà. Donc, ça c'est ce qu'on va faire par la suite, je vous présenterai comment ça marche. Et c'est le but qu'on avait dit au tout début. Si je reviens au tout début, toc toc, voilà, ici. Si je reviens au tout début, c'est le but de notre projet, c'est-à-dire qu'on met une image et on veut qu'elle ressorte le caractère que ça représente. Et là, ça a l'air assez efficace. Donc je vais vous montrer par la suite, juste après, comment ça tourne. Alors, comme je vous l'ai dit, on va utiliser le package Python. On va utiliser le langage Python, on va utiliser les packages suivants. Donc vous avez la commande pour les installer, donc Pylo, NumPy et scikit-learn. Donc je vais vous présenter juste après. Pour que ça puisse tourner, en tout cas dans mon cas, j'ai eu besoin de ces trois. Alors NumPy, il n'y a quasiment rien, on a besoin. Juste une petite commande. Par contre les deux autres sont très importants. Alors c'est la fin du diapo. Voilà. Alors je vais aller sur internet pour vous présenter rapidement les trois packages. Donc dans le cas de scikit-learn, on va avoir donc c'est un package en fait en machine learning qui regroupe énormément de méthodes, qui est beaucoup plus efficace normalement que ce que j'ai réalisé dans le tutoriel. Moi c'était pour vous expliquer comment ça fonctionnait. Là vous avez déjà tous les outils qui sont à votre disposition, donc ce que je vous conseille si vous travaillez sous Python, c'est de tout le temps utiliser ce package parce qu'il est beaucoup plus efficace et il est très simple d'utilisation, vous verrez. Alors, donc on va utiliser, c'est de la régression qu'on fait, on va utiliser MLP Regressor, MLP pour Multi-Layer Perceptron, donc Regressor parce qu'on ne fait pas de la classification, on va prédire une valeur, un score, comme je vous l'ai dit précédemment. Alors voilà, en fait, MLP Regressor est une fonction, et voilà tous les paramètres qu'on peut faire varier à notre fonction. Donc hidden layer size, donc ça c'est le nombre de neurones et le nombre de couches qu'il y a dans notre réseau. Donc ça c'est très important. Vous avez toutes les valeurs, tous les paramètres ont une valeur par défaut, donc vous pouvez laisser tel quel MLP Regressor. Mais moi ce que je vous conseille c'est de bidouiller un petit peu à l'intérieur.
pour affiner votre réseau, la fonction d'activation ici, le solver, voilà, alpha, etc. etc. Donc pour moi dans mon cas, ce que je vais modifier, alors c'est bien relu, oui je crois que c'est par défaut c'est la fonction relu d'activation, je crois que j'utilise celle-là aussi. Je vais modifier le nombre de couches et le nombre de neurones par couche, on verra ça juste après, et je vais aussi modifier maxiter, donc le nombre d'itérations maximales, parce que ça ne tend pas, enfin le réseau, j'ai une erreur, il me dit qu'il ne tend pas suffisamment vers une valeur correcte, et donc j'ai augmenté, on voit par défaut, est-ce qu'on la voit, ouais, le nombre d'itérations max est à 200, moi je le passe à 2000, parce que pour être sûr qu'il tend vers quelque chose de correct, et que ça satisfait ses problèmes. Voilà, donc ça c'est pour MLP Regressor, donc si vous allez sur Scikit-learn, alors je ne vais pas vous faire une présentation parce que ça prendrait vraiment trop de temps, mais vous avez tout ce dont vous avez besoin, la classification, la régression, voilà, vous avez plein de méthodes, comme je vous l'ai dit, les arbres de décision, en bas on a nos réseaux de neurones, voilà, donc absolument tout ce dont vous avez besoin. Les random forest, elles sont un peu plus bas. Ensuite, le package Pylo, donc Pylo, pardon. On va l'utiliser celui-là pour manipuler des images, parce que comme je vous l'ai dit en entrée, c'est des images qu'on met, hein, c'est pas simplement des tableaux binaires avec des 0, des 255 et des 1. Bref, enfin 255 parce que les pixels ont cette valeur là. Justement, on a besoin d'extraire ces valeurs de notre image, donc on a un package qui existe déjà qu'on va utiliser, et il va nous permettre en fait d'extraire justement ces valeurs de notre image. Voilà, donc vous pouvez aller y jeter un coup d'œil si vous voulez manipuler les images, il est très simple d'utilisation. Il en existe sûrement d'autres, mais c'est celui-là qu'on va utiliser aujourd'hui. Vous allez voir, c'est très simple. Et enfin NumPy, qui permet d'avoir des fonctions mathématiques particulières, comme la moyenne, enfin la moyenne ou d'autres, que vous pouvez retrouver ici. Et voilà, c'est un package qui est extrêmement répandu, enfin c'est un des plus utilisés, qui doit peut-être être même préinstallé sur certaines de vos machines et sur certains de vos IDE, donc si vous ne l'avez pas, voilà, installez-le, mais vous en aurez tout le temps besoin. Voilà, donc là on a fait le tour des packages, on va pouvoir passer maintenant à la partie 2, c'est-à-dire le code. Alors je sais pas combien de temps je suis, mais vous allez voir, cette partie est assez rapide. Alors juste avant de présenter le code, je vais vous montrer une exécution simple. Voilà, donc on a nos images qui se trouvent ici. Donc notre test ici, donc c'est le dossier dans lequel se trouvent toutes nos images. On a notre image qui se trouve ici, donc c'est un 3 apparemment. Nous, avec nos yeux d'humain, on reconnaît un 3. Est-ce que le modèle peut le prévoir? Alors, j'exécute. Donc, on va voir ce que ça fait. Donc, ça met un peu de temps, c'est normal au début. Donc, ça va lire, en fait, ça va créer les instances pour chaque image. Donc, chaque image qui se trouve ici, ça va créer une nouvelle instance comme je vous l'ai présenté juste avant. Donc, ça va analyser, créer le quadrillage pour chaque image et l'enregistrer comme features. Une fois que c'est fait, donc il y a 100 images à parcourir, on va passer à la phase d'apprentissage comme on peut le lire ici. Donc la phase d'apprentissage, c'est là où on va créer notre réseau de neurones et rentrer toutes les features. Et enfin, on a nos résultats. Et donc ici, la valeur prédite est 3, ce qui correspond bien au test. Voilà, c'est 3. On peut lire ici, c'est bien un test.png du fichier car. On est dans le fichier car. Donc c'est la valeur prédite est bien 3, donc là apparemment il semble fonctionner. Si je fais un autre test, donc il faut que j'aille dans Paint, hop, on va zoomer un petit peu, donc on peut voir c'est très pixelisé, c'est normal. Hop, on va prendre la couleur blanche, on va effacer ça, on va retester notre réseau, hop hop hop, on va prendre quoi, on va essayer par exemple de mettre 5, voilà, un 5, un CTRL S, et normalement on n'a pas d'autre chose à faire, je réexécute. Donc là, bon, j'ai pas sauvegardé mon modèle, je réexécute la fonction telle quelle, mais vu que j'ai pas modifié, enfin, j'ai bloqué le seed à une certaine valeur, je crée pas un nouveau, vu qu'il y a un shuffle dedans, normalement c'est tout le temps le même réseau. Donc là, je vais repartir dans une phase d'apprentissage, on va voir s'il arrive à prédire 5. Alors, parfois il plante pour le 5, je crois qu'il peut prédire 6 assez facilement, mais c'est pour le test. Voilà, là par exemple il prédit 4, donc on a 4 qui est dit à 5700, donc vous voyez il n'est pas forcément exact, hein, parce que là 5 il le prévoit à 1300 et 4 il le prévoit à 5700. Voilà, donc comme vous le voyez, il n'est pas
il n'est pas extrêmement précis non plus. Si je prends une nouvelle valeur, donc 8, pendant que j'explique le code, on va relancer ça. Donc on peut le faire pour tous les chiffres de 0 à 9. Donc on va laisser ça de côté et je vais expliquer le code. Alors tout d'abord, en haut, on a les packages, donc comme je vous l'ai dit, qu'on va utiliser, donc payload, donc pile. On va utiliser le package image. Dans random, on va utiliser shuffle pour pouvoir mélanger. On va utiliser randint, je sais plus pourquoi j'utilise randint. Ça c'est une bonne question. Voilà, ça prédit 4, c'était bien un 4 que j'avais mis, c'est un 8. Ah bah là il se plante totalement. 1888 pour 4030, là il est pas bon. Là, il apprécie pas. Donc, randint, je sais pas pourquoi je l'ai mis par contre. À quel moment je l'ai utilisé? Non, j'en ai pas besoin de randint, mais c'est pas grave. On va laisser ça comme ça, sinon il va me retourner une erreur. Et enfin le seed pour pouvoir bloquer et pour pouvoir reproduire dans de bonnes conditions mon modèle. Alors là, j'utilise pas la fonction min de NumPy parce que bizarrement, elle était plus lente que celle que j'utilise, enfin que celle-ci. Donc j'ai créé ma propre fonction min. Ici on a la fonction, je vais détailler après chaque fonction. Ici on a la fonction instance qui va permettre de nous créer toutes nos instances pour chaque image. Ici on a la fonction créer instance, donc instance pour une image, et là c'est créer instance pour l'ensemble des images. Et enfin on a notre fonction main, et en bas on a juste ça au cas où, pour pouvoir lancer le main si on n'importe pas ce fichier. Voilà, alors je vais peut-être commencer par le main, ça sera plus simple. Donc tout d'abord, j'utilise des try et des except, parce qu'on m'avait fait la remarque une fois pourquoi j'utilisais pas des try et des except pour relever mes erreurs. Donc parce que j'en avais pas forcément le besoin, mais ça peut être très utile, donc là je les utilise, comme ça ça fera plaisir à ceux qui le demandent. Ah, depuis tout à l'heure, peut-être qu'on voit pas les scores que ça donne, à cause de la caméra. Là ça donnait 4, voilà. Je sais pas si on le voyait, mais c'est pas très grave. On va réduire ça. Donc on commence par bloquer le seed. Ensuite on va charger toutes les images qui se trouvent dans notre fichier, donc ici. Donc on va les bloquer dans fichier, donc ça va aller prendre toutes les images qui se trouvent ici. Ensuite on va ajouter le nom de chaque image dans un tableau, sachant qu'on ne veut pas ajouter test, parce que test ça nous permettra justement de créer notre test. Et en plus elle n'a pas la bonne configuration pour être créé comme un features dans un label, comme vous le voyez à chaque fois le premier caractère de l'appellation de chaque image. Donc là par exemple 7, ici 8 et 9, ça va nous permettre de déterminer le label, c'est à dire qu'on va extraire le nom de chaque image, et dans le nom on va prendre le tout premier caractère pour savoir à quel label cette image correspond. Ça c'est une toute petite astuce très simple, donc c'est pour ça que test on peut pas le prendre parce que son premier caractère c'est un T et ça correspond à aucun label. Une fois que c'est fait, on va mélanger notre tableau. Vous avez une petite interruption, mais moi j'ai eu un bon petit bug qui m'a bloqué. Ici j'ai créé instance, je relisais pas ma ligne, qui va me créer mon instance pour chaque image. Donc j'avais bien mis mes images dans chaque fichier. Et je vais créer les instances pour chaque image, donc ça va être un très long tableau dans lequel se trouvent, donc comme je vais les présenter juste avant, toutes mes features et le label qui est associé. Et je vais mélanger mon tableau pour qu'au début il n'y ait pas que les 1, puis tous les 2, puis les 3 jusqu'à 9. Par exemple ça commence par un 8, puis un 3, puis un 1, puis un 9, etc. Donc tout est bien mélangé. Ensuite je vais répartir mon tableau entre les features et les labels. Donc toutes les valeurs du 1 jusqu'à la fin correspondent à mes features, et la toute première valeur de chaque tableau correspond à mon label. Ensuite par la suite, donc comme je vous l'ai dit, utiliser un réseau de neurones, là c'est extrêmement simple. Donc je vais juste déclarer mode, c'est le diminutif d'un modèle, donc une nouvelle variable qui va être un réseau de neurones, donc MLP régressor, où je vais tout d'abord dire que mon nombre de couches et le nombre de neurones par couche c'est 3 fois 666, donc j'ai 3 couches à 666 neurones, et comme je vous l'ai dit précédemment, le nombre d'itérations max il est de 2000. Après ça, une fois que j'ai déclaré mon réseau, je vais passer à l'étape d'apprentissage, donc mode.fit. Comme je vous l'ai dit, vous voyez c'est extrêmement simple à prendre en main. On déclare au départ notre machine.
notre fonction de machine learning, donc ici MLP regressor, puis on fait juste fit en prenant deux paramètres, fit et lab, donc nos features et nos labels, et c'est tout ce qu'on a à faire. Et là notre réseau va apprendre, et au bout d'un certain moment on va créer un modèle qui correspond, enfin avec lequel un réseau qui a appris en fonction des données qu'on lui a passées en paramètres. Après cela, je vais réaliser un test, comme je vous l'ai présenté auparavant, sur une prédiction qu'il va réaliser avec notre fichier test. Donc il va chercher mon image qui s'appelle donc test.png, qui se trouve dans le fichier car. Donc il va l'afficher. Ensuite, il va créer donc les instances qui correspondent à ce fichier. Donc les instances qui correspondent, donc je le répète encore une fois, au quadrillage ou aux plusieurs quadrillages qu'on a choisi. Donc je vais l'appeler pred, donc diminutif de prédiction. Et ensuite, on va récupérer le résultat de notre prédiction, c'est-à-dire mode.predict. Donc je rappelle que mode c'est notre modèle, predict c'est la fonction de prédiction qui est utilisée dans scikit-learn, qui est tout le temps utilisée. Et on passe en paramètre notre pred, donc la prédiction qu'on va faire. Et donc vu que notre couche cachée il y a 10 neurones, donc de 0 à 9, on va afficher la valeur pour chaque neurone, donc le score entre guillemets, le score que ça rend. Donc on affiche en premier le chiffre K et le résultat. Et donc là c'est là qu'on a besoin de NumPy. On va dire que la valeur prédite correspond au score maximum, c'est-à-dire argument argmax, ça correspond à l'idée, donc au curseur, enfin la position dans le tableau où on a notre valeur maximum, donc argmax de notre tableau résulte qui est donc le résultat de la prédiction, qui va être notre valeur prédite. Voilà, j'ai ajouté ça à la fin, mais ça sert à rien, on s'en fout. Et voilà, donc ça c'est notre fonction main. Donc les deux seules petites choses qu'on a à voir maintenant, c'est la création de nos instances. Donc puisque le min on s'en fout, tout d'abord créer instance, donc qui va créer les instances pour un fichier. Donc tout d'abord ça va afficher le nom du fichier, donc ça c'est pour à peu près suivre, hop, j'ai toujours peur qu'avec la caméra vous voyez pas, ça va nous permettre de suivre à quel fichier on en est, et à peu près savoir si c'est bientôt fini ou pas. On va ouvrir notre fichier, voilà, toujours des try et des except pour relever une erreur. On va créer un tableau, donc un tableau de features, un tableau de label, donc de 0 à 10, qui va correspondre à la valeur du tableau. Et là on va associer, donc c'est des petites fonctions, hein. On va associer la première valeur, on va ajouter, enfin on va dire dans notre tableau de 0 à 10, donc à quelle valeur correspond notre image. Par exemple si on a relevé 9, à la position, donc vu qu'on est dans un tableau à la position 10, ça commence à 0, non à la position 9, vu que le 0 c'est la position 0, à la position 9 on aura notre valeur 9, et j'initialise cette valeur 9 à 10 000. Donc c'est à dire que toutes les autres cases sont à 0, et il n'y en a qu'une seule qui a 10 000, qui correspond à la valeur qui correspond donc à la représentation de cette image. Voilà, par exemple 9, à la position 9 il y aurait la valeur 10 000. Pourquoi je mets 10 000 et pas 1 ou 100? C'est pour accentuer l'écart entre une erreur et une bonne chose, et un succès, voilà. Par exemple si c'est 9, je veux que ça soit vraiment très fort, je veux vraiment dire qu'entre 8 et 9 il y a une très grosse différence, donc 8 c'est 0 et 9 c'est 10 000, donc il y a 10 000 d'écart, 10 000 valeurs entières d'écart entre ces deux, et pas seulement 0 ou 1, ou là c'est des flottants. Là en plus d'avoir des flottants, la valeur est encore plus grande, donc c'est vraiment pour accentuer cet écart. C'est quelque chose d'assez important, j'avais fait des tests. Si je mettais des plus petites valeurs, la précision était moins importante, et si je mets des grosses valeurs comme là avec 10 000, ça semblait fonctionner mieux. Donc moi ce que j'ai retenu, c'est que plus c'est intense, entre guillemets, plus c'est intense et plus c'est révélateur. Voilà, donc j'ajoute à mon tableau de résultats cette valeur là, donc le tableau qui contient l'ensemble des valeurs avec le 10 000 au milieu, et je vais ajouter à mon tableau, donc je vais concaténer mon instance, donc créer une instance pour le tableau, donc les quadrillages. Donc là c'est la dernière partie. Voilà, donc ici c'est ma fonction instance qui va créer
le quadrillage. Donc là j'ai choisi en fait de mettre 4 quadrillages différents pour mes features, donc 4, 5, 10 et 20. Donc je me répète, 4, on va diviser mon image en 4 x 4, 5, 5 x 5, etc. Et donc pour chaque valeur, donc chaque quadrillage, je vais ajouter la moyenne de chaque case. Donc là c'est très simple, hein, c'est pour ça qu'il y a autant de boucles. Donc je vais ajouter à ce quadrillage, c'est le min qu'on a à la fin. Donc c'est pour ça qu'on utilise aussi la bibliothèque Pylo avec la fonction getPixel. Donc on donne les coordonnées d'un pixel. Ça va retourner une valeur ici comprise entre 0 et 255. Oui c'est ça. Et j'ai mis juste min, même si ça va peut-être retourner le getPixel va retourner peut-être qu'une image, par exemple 128. Min, dans certains cas, vu que normalement les images sont présentées avec 3 pixels, donc alors là j'ai pas envie de dire de bêtises, je vais dire une bêtise, alors je vais m'abstenir, par 3 valeurs, c'est les 3 couleurs primaires. Je suis un idiot. Les 3 couleurs primaires sont représentées par 3 valeurs entre 0 et 255. Rouge, bleu, jaune. Ça va me titiller l'esprit ça. Rouge, bleu, jaune, c'est bon, ouf, l'honneur est sauf. Par 3 couleurs primaires, donc les images sont généralement représentées par 3 couleurs primaires, donc c'est 3 valeurs, et on va faire la moyenne de ces 3 valeurs pour avoir qu'une seule valeur, parce que ça peut poser problème. Notre table, comme je vous l'ai présenté, nos features, à chaque fois il n'y a qu'une seule valeur, la moyenne d'une case, on veut qu'une seule valeur. Si c'était un tableau, on ne sait pas trop à quoi ça correspond et notre machine ne pourrait pas l'interpréter correctement. Donc cette moyenne, on l'extrait et on l'ajoute dans notre tableau de features et on va avoir un très grand tableau. Donc ici, 4 au carré plus 5 au carré plus 10 au carré plus 20 au carré va correspondre à l'ensemble de nos features. Donc ça, je n'ai pas de tête combien ça va faire, mais c'est suffisant pour avoir quelque chose normalement de qualité. Voilà, et une fois que c'est fait, on retourne ce tableau dans notre créer instance qui va nous créer notre tableau de features avec au début notre label, comme je l'ai expliqué au tout début de notre tableau. Pour chaque image, on a le label, donc 0 à 10 avec comme valeur 10 000 au milieu. Je pense que finalement, si mes explications sont pas claires, je vous mettrai le fichier en description à télécharger. Donc on a au début nos labels et après tout le reste c'est les features. Et voilà, donc aussi simple que ça. Je vais essayer de faire, hop là on n'a pas besoin de ça, je vais essayer de faire une autre prédiction. Hop, je dis qu'on n'a pas besoin de ça. Si on prend 9, voilà, CTRL S, que je réexécute ceci, j'aimerais bien que pour la fin de la vidéo ça me sorte un 9. Ça serait pas mal, on va le laisser chercher. Voilà, donc on va arriver à la fin de la vidéo, on va regarder combien de temps ça dure, tiens. Intéressant. 38 minutes, oh là 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 là. J'espère que vous avez bien suivi. 38 minutes, ça fait beaucoup quand même. Hein. Donc voilà, ça c'est la petite vidéo explicative que je voulais sortir pour 9. C'est un 9 que j'avais mis, hein. Oui, 9, parfait. On va le mettre là parce que peut-être vous voyez pas. C'est bien 9. Parfait. Et là, il prédit 9 à 7098 et les autres sont beaucoup plus bas. Voilà. Donc là, c'est une vidéo pour vous présenter, pour moi, l'exemple le plus simple, un exemple extrêmement simple qui parle de la reconnaissance et l'utilisation du machine learning avec les réseaux de neurones. Un exemple qui parle très simple, vous voyez, ça prend vraiment très peu de lignes de code, hein, si on voit tout à la fin. J'en ai pour 116 lignes de code, alors je suis pas un expert en programmation, peut-être qu'on pourrait faire plus court, peut-être qu'il y a des trucs où je me rate pas, c'est pas... Pour moi, c'est pas ça que je vais vous apprendre, c'est pas à bien coder, c'est à comprendre comment ça fonctionne, le principe, les rouages, etc. etc. Voilà, je vais pas éterniser la vidéo, ça pourrait être assez ennuyant. Mais si vous avez de nouvelles questions, ou alors j'espère avoir répondu aux précédentes questions qu'il y avait en commentaire, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des idées, si vous avez d'autres questions d'interrogation sur le machine learning qui nécessiteraient une vidéo, n'hésitez pas à me le demander. Si vous avez d'autres questions annexes, j'aimerais bien interagir avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. J'espère avoir été le plus clair possible. Je vais conclure cette vidéo avant que ça devienne ennuyant. Et merci d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine. Peut-être dans 6 mois.